Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire spécial Voyage Michelin Édition. Ce webinaire sera consacré à deux thématiques différentes. Dans un premier temps, les guides touristiques qui feront l'objet d'un premier plateau avec nos invités et un second plateau qui sera ensuite consacré aux cartes. Pour ce premier plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Marianne Zankel, vous êtes directrice commerciale et marketing. Philippe Aurin, vous êtes directeur guide de voyage et gastronomie. Et Camille Bouvet, vous êtes éditrice. Sur le deuxième plateau, nous retrouverons Philippe Sablérol, directeur de la cartographie, et Manuela Mani, directrice édition cartographique. Toujours en compagnie de Marianne Zankel qui nous accompagnera sur tout le webinaire. Marianne, je me tourne vers vous. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif pour Michelin de ce webinaire? Alors oui, bonjour. Donc depuis plus d'un siècle, les guides et les cartes Michelin sont plus que des objets de voyage. Ce sont vraiment les porteurs d'une certaine vision du voyage qui se renouvelle en permanence et je pense encore plus aujourd'hui. Et c'est vraiment cette vision du voyage faite de curiosité, d'ouverture et portée par des équipes passionnées que nous voulions vraiment partager lors de ce webinaire aujourd'hui. Très bien. Alors, avant d'aborder plus précisément le détail de Michelin, est-ce qu'on peut parler des tendances du marché des guides touristiques? Quelles sont-elles aujourd'hui? Alors oui, si effectivement l'année 2023 a vraiment été une année très positive pour le tourisme international. On peut vraiment parler de reprise post-Covid. On a eu 1,3 milliard de touristes internationaux, ce qui représente une augmentation de plus de 40% par rapport à l'année dernière. Et on est revenu quasiment pas loin des niveaux d'avant-pandémie, puisqu'on a 88% du niveau pré-Covid. La reprise s'est faite dans pas mal de régions. Le Moyen-Orient, qui a été même supérieur aux tendances pré-Covid. Les Amériques, l'Europe méditerranéenne. Ce qui reste un petit peu en retrait encore, c'est l'Asie, avec quand même encore pas mal de restrictions dans certains pays, et puis la Chine qui est restée longtemps fermée. Mais les derniers mois sont très positifs pour l'Asie, et ce qui nous fait penser à tous les organismes internationaux que 2024 devrait vraiment être l'année d'une véritable reprise, avec des chiffres même supérieurs à l'avant-pandémie. Et le tourisme international, ça se voit aussi dans la reprise du trafic aérien. Je pense qu'il est en forte reprise par rapport à l'année dernière. On est à plus 40% aussi sur le trafic aérien. Et là, on est quasiment aussi revenu au niveau d'avant la pandémie. Alors, quelles sont les habitudes de voyage aujourd'hui? Alors oui, c'est vrai qu'on voit aussi une évolution des habitudes de voyage. Je crois qu'on peut d'abord parler de tourisme de proximité. Ce qu'on remarque, c'est que les gens voyagent de plus en plus près de chez eux, sur des trajets plus courts, pour des durées plus courtes. Et on va le voir aussi, le développement des guides court séjour se développe davantage. Je crois qu'il faut qu'on cite après l'inflation qui a quand même un impact, mais ce qu'on peut voir, c'est que ça a plus un impact sur le mode de voyage que vraiment que cela entraîne une baisse du tourisme. Quand je dis évolution du mode de voyage, c'est-à-dire que les gens vont peut-être faire plus d'arbitrage dans leurs dépenses ou chercher le bon rapport qualité-prix, mais ils ne vont pas forcément renoncer à voyager. Et la bonne nouvelle, c'est que ceux qui ont les moyens aussi dépensent encore plus qu'avant. Je pense qu'on peut vraiment parler de revenge travel et une vraie volonté aussi de rattraper un peu le temps perdu en voyageant davantage. Autre tendance qui se dégage, c'est quand même le train aussi. Je parlais de la reprise du trafic aérien, mais le train n'est pas en reste, parce qu'il y a une très bonne reprise également du trafic en train. La SNCF a fait une année record cette année. Et enfin, je dirais peut-être le cyclotourisme, qui est une tendance qu'on voit émerger depuis quelques années, mais qui continue à vraiment se développer cette année également. Et est-ce qu'on peut parler d'une reprise du tourisme en France également? Oui, tout à fait. C'est vrai que la France aussi a une année record, avec 100 millions de visiteurs en France, qui nous place toujours comme la première destination touristique devant l'Espagne, encore cette année. Avec un top des régions visitées qui reste toujours la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Île-de-France évidemment avec Paris, ou encore Auvergne-Rhône-Alpes. Et on pense vraiment que 2024 sera aussi une année très forte pour le tourisme en France, avec bien sûr les Jeux Olympiques, mais aussi les 80 ans du débarquement ou la réouverture de Notre-Dame qui devrait aussi voir beaucoup de touristes internationaux. Après, je pense qu'on peut dire aussi peut-être un mot sur les façons de voyager des Français sur cette année. C'est vrai que ce qu'on voit dans les études, ils sont restés majoritairement en France. 88% d'entre eux sont restés en France cet été, alors plutôt dans des régions moins chaudes avec la canicule, comme la Bretagne ou le Nord-Pas-de-Calais, ou toujours la Côte d'Azur quand même. Mais on voit aussi que les Français partent de plus en plus aussi à l'étranger. On a un quart d'entre eux qui ont voyagé à l'étranger cette année, avec toujours les destinations que je citais tout à l'heure, l'Europe méditerranéenne, les États-Unis ou le Japon, par exemple, qui a aussi connu une très bonne reprise cette année.
Et alors, qu'en est-il du marché des guides et des cartes qui vous concernent tout spécialement? Tout d'abord, si on cite le segment tourisme-voyage, dont on fait partie les guides touristiques, c'est vrai que c'est la plus forte progression du marché du livre cette année. On est à plus 9% en valeur quand le reste du marché du livre est à plus 1%. Donc on peut vraiment véritablement parler de reprise. Et c'est vrai pour les guides touristiques qui représentent la majeure partie de ce segment tourisme-voyage, qui eux aussi ont connu une très forte croissance. On est à plus 13% en valeur par rapport à l'année dernière. Alors c'est vrai qu'on n'a pas complètement regagné le niveau d'avant Covid. On est encore à moins 15%. Mais ça nous laisse vraiment encore augurer un bon potentiel de croissance pour l'année prochaine et les années futures. Pour vous donner quelques détails peut-être sur cette croissance des guides touristiques, elle s'est faite principalement par la partie monde, en fait, les guides monde qui sont en croissance de plus de 26%. Également une bonne croissance des guides Europe qui représentent quasiment la moitié du marché. Les guides Europe sont à plus 12%, alors que les guides France sont encore un petit peu en retrait par rapport à l'année dernière, mais c'est vrai qu'ils avaient connu quand même une bonne croissance pendant le Covid. Aujourd'hui, finalement, on a l'Europe en tête, le monde en deuxième position, qui est passé devant la France, ce qui n'était pas le cas l'année précédente. Oui, en tout cas, les croissances, c'est vraiment le monde qui porte la croissance et l'Europe qui est le gros du marché qui continue quand même de progresser. Et ça se voit aussi quand on regarde le top des destinations. C'est vrai qu'on retrouve vraiment l'Europe, les 3 guides en tête sont vraiment les mêmes guides chaque année. C'est toujours Italie, Espagne, Portugal qu'on va retrouver un peu d'une année sur l'autre. On va bien sûr retrouver certaines destinations, certaines régions françaises comme la Bretagne qui ressort aussi toujours dans le top des ventes des guides, mais également des destinations monde cette année comme les États-Unis et le Japon dont je parlais qui fait vraiment partie. Et ça, c'est la première fois cette année des tops des destinations de guides cette année. D'accord, très bien. Voilà, Michelin, juste pour vous donner quelques mots sur nous, on est le 3e éditeur aujourd'hui du segment des guides touristiques avec donc, nos 2 collections, donc le guide vert qui est 3e collection du marché et le guide vert Week & Go qui est notre collection de court séjour. Et c'est vrai qu'on a connu une bonne croissance cette année sur les 2 collections et notamment sur la collection donc Week & Go court séjour qui a plus 17%, donc qui est une des plus fortes progressions du marché cette année. Très bien. Et les cartes, pardon, vous me parliez des cartes, on n'oublie pas les cartes. C'est aussi un marché qui s'est valorisé et qui a été en croissance cette année. Le marché des cartes était à plus de 2,5% de croissance cette année. C'est le marché de la cartographie, en fait, qui comprend, à vrai dire, aussi les atlas et les plans. Mais c'est vraiment tiré par les cartes qui représentent 75% du marché. Et donc les cartes, elles, sont en progression de plus 4%, donc portent vraiment cette croissance. Et c'est vrai que Michelin, on est vraiment archi-leader sur cette catégorie des cartes. On représente aussi 75% du marché. Et nous, on est encore plus en croissance, je dirais, que le reste du marché, puisqu'on finit l'année à plus 7%. On parlera des cartes tout à l'heure, mais le premier plateau est concerné au marché des guides touristiques plus spécialement. Philippe Aurin, est-ce que vous pouvez nous présenter les guides Michelin, très simplement? Les guides Michelin Voyage et Culture, vous avez principalement 2 collections. La collection des guides verts, donc les guides grand format, qui a été créée en 1926. Et puis la collection des guides verts Week & Go, donc des guides petit format. Pour vous situer, on en a 112 grands formats, 112 guides Michelin Voyage et Culture grand format et 101 petits formats. Les grands formats, c'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, monde, Europe, France. Et en revanche, les petits formats, c'est 90% Europe et monde. Et puis après, vous avez des guides thématiques. Marianne parlait tout à l'heure des tendances autour du vélo, autour du train. Donc nous avons un guide sur les voyages en train, guide sur les voyages au vélo, guide sur les motos et nous allons même lancer fin mars un guide à destination des personnes à mobilité réduite. Quelles sont les caractéristiques de vos guides de voyage ? Nos guides de voyage sont des guides de sélection. Ce sont des guides qui sont faits par des voyageurs, par des auteurs. Vous en avez plus d'une centaine. Et leur principale caractéristique, c'est déjà de pouvoir aider les personnes à aller vers une meilleure mobilité. C'est le credo de Michelin depuis plus de 100 ans. Donc ces guides vont présenter des points d'intérêt qui sont classés par étoile pour aider les voyageurs, mais aussi toute une sélection d'adresses et de conseils pour garder bien sûr un aspect pratique parce qu'un guide doit avant tout être
pratique, culturelle certes, mais aussi pratique. Alors les étoiles Michelin, c'est vraiment dans l'ADN de la marque. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elles sont attribuées? C'est un mystère. En fait, il y a une centaine d'auteurs qui voyagent tous les ans pour mettre à jour un peu plus d'une centaine de guides. Et ils vont appliquer, de même que l'équipe des éditeurs, auteurs, il y en a à peu près une dizaine, la même méthode. Donc ce sont des critères qui vont être appliqués à chaque visite. Ces critères vont de la première impression du voyageur à l'évaluation de la qualité de l'accueil et la qualité de la visite, qui sont deux critères extrêmement importants pour l'expérience visiteur. Et puis ensuite, ces critères sont revus en comité de rédaction pour pouvoir donner une, deux ou 3 étoiles. Donc 3 étoiles, ça veut dire vaut le voyage. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment un incontournable. 2 étoiles, c'est vaut le détour. Vous pouvez sortir de l'autoroute pour y aller. Et 1 étoile, c'est vaut la visite. Vous avez le temps, vous êtes sur place, vous regardez. Et les autres sites sont intéressants. Alors, il y a les étoiles, effectivement, c'est quelque chose de très important, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans les guides? Alors, dans un guide, vous allez trouver d'abord les incontournables pour vous aider à vous repérer, à choisir ce que vous allez faire. Vous allez trouver les coups de cœur qui sont en fait les préférés, les expériences préférées des auteurs. Vous allez trouver des circuits en voiture, des circuits à vélo, des circuits également en train. Vous allez trouver des expériences, ce qu'on appelle nos spots en famille, pour les 6-14 ans, puisque une grande partie du public des guides verts Michelin, c'est la famille. Et puis ensuite, vous allez trouver les descriptions par zone géographique, par micro-région, puisque quand vous voyagez autour du point où vous vous êtes posé. Et là, vous allez trouver les monuments, vous allez trouver d'autres circuits, vous allez trouver des adresses. Il y a énormément d'adresses dans un guide de voyage, dans un guide Michelin, voyage et culture. Vous avez à peu près entre 500 et 1000 adresses, et puis des conseils sur comment se déplacer, quelles sont les meilleures lignes de train, où prendre le bus. Vous allez trouver tout ça pour organiser vraiment le meilleur voyage qui soit. Très bien. Peut-être très rapidement, de quelle manière vos guides ont-ils évolué à travers le temps? Ils ont évolué avec les tendances, donc ils ont évolué avec les tendances de voyage. Tout à l'heure, Marianne parlait de proximité. Donc nous nous sommes employés à faire passer un guide qui était un guide par ordre alphabétique il y a 20-30 ans, à un guide par micro-région pour pouvoir mieux répondre aux besoins de proximité du voyageur. Ils se sont incarnés davantage. On trouve des témoignages de locaux. Ils se sont incarnés également dans l'expérience. On a écrit de plus en plus de notices pour faire en sorte de refléter quel était l'état d'esprit et la manière dont nos auteurs voyagent. Alors, les guides ont évolué à travers le temps, et est-ce que les acheteurs ont évolué avec lui? Quelle est aujourd'hui la typologie de l'acheteur de guides Michelin? L'acheteur des guides Michelin Voyage et Culture, il est vraiment déjà très attiré par le côté culturel. Donc souvent on dit que ce sont des personnes qui voyagent par deux pour un voyage très documenté, ou alors des familles. Donc le guide répond pleinement à leurs besoins. Il y a également une complémentarité que l'on peut constater entre le produit papier d'une manière générale et le produit digital d'une autre manière. En tout cas, le guide de voyage et en particulier les guides Michelin Voyage et Culture répondent pleinement à cette complémentarité parce qu'ils vous permettent en quelques pages que vous allez tourner, et surtout si vous n'avez pas une très bonne connexion ou si vous voulez déconnecter ou si vous avez comme moi des lunettes et que parfois c'est difficile de lire sur un petit écran, ils vous permettent de pouvoir appréhender les choses de manière simple, de manière didactique et de manière très pratique. Très bien. Donc le guide papier est toujours bel et bien utile en voyage, quelles que soient les circonstances. Quels sont vos objectifs pour 2024 ?
faire savoir davantage ce que l'on fait depuis un siècle bientôt, faire savoir que nous avons énormément de nouveautés à venir. Nous sommes en train de préparer des guides sur le monde, sur la ville de Détroit, sur la Nouvelle-Orléans, sur la ville de Caen. Tout à l'heure, j'ai parlé également d'un guide sur les personnes à mobilité réduite. C'est vraiment réaffirmer un positionnement culturel, réaffirmer cet esprit de curiosité qui anime notre équipe, donc qui anime, Camille vous expliquera comment on fait un guide de voyage. C'est vraiment redire aux gens toute notre passion et que nous sommes bien sûr présents sur le monde entier et que nous avons d'autres projets qui répondent à toutes les tendances de voyage, que ce soit la proximité ou le voyage très lointain. Merci beaucoup Philippe. Je me tourne maintenant vers Camille Bouvet qui va nous expliquer en quoi ça consiste d'être un éditeur chez Michelin. Alors, être un éditeur de voyage, chez Michelin et même ailleurs, c'est principalement d'orchestrer les contributeurs qui vont travailler à la création ou à la mise à jour d'un guide. Donc, chez Michelin Éditions, on est une douzaine d'éditeurs et on a en charge chaque année une dizaine de titres, que ce soit des créations ou des mises à jour. Nos guides sont mis à jour tous les 2 ans globalement, hormis quelques titres qui sont millésimés parce que ce sont des grosses villes qui bougent beaucoup, donc Paris, New York, Londres, Barcelone. Mais pour les autres titres, on retrouve le même portefeuille de titres tous les 2 ans, augmenté de nouveautés. Et ça nous permet de retrouver ce portefeuille, de bien connaître nos guides, tant d'un point de vue éditorial que d'un point de vue de la destination, puisque une des spécificités de l'éditeur chez Michelin, c'est d'aller sur le terrain au même titre que les auteurs. Très bien. Alors, quelles sont les étapes pour créer et mettre à jour un guide finalement? Alors, elles sont nombreuses ces étapes, elles sont assez séquencées dans le temps. La première étape, c'est bien sûr de réaliser un planning. C'est vraiment le maître mot du chef de projet éditorial. Pour faire ce planning, on va bien sûr réfléchir à la saisonnalité des destinations et réfléchir au meilleur moment pour partir sur le terrain, pour faire des repérages, pour faire ce que nous on appelle dans notre jargon une tournée terrain. Donc par exemple, en début d'année, en février, mars, c'est le meilleur moment pour partir sur les destinations dites soleil, l'Inde, les Antilles, les Caraïbes par exemple. Pour la plupart des autres destinations, on va faire nos voyages au printemps ou à l'été. Et puis certaines destinations ont une fenêtre de tir très réduite, comme l'Islande, où là, on partira entre juin et août. Ensuite, une fois qu'on a fait ce planning, l'éditeur va mettre en place une petite équipe pour travailler à ce guide. Et on va sélectionner donc des auteurs freelance. Philippe en a parlé, on travaille avec une centaine d'auteurs de manière assez régulière. Ils ont des profils très variés, jeunes ou moins jeunes, ils parlent des langues différentes, ils ont des profils différents, mais certains sont urbains, d'autres plutôt baroudeurs. Mais c'est vrai qu'ils ont tous en commun leur goût du voyage, bien sûr, et leur qualité rédactionnelle. On travaille aussi avec des secrétaires d'édition et des relecteurs qui, eux, vont veiller à la bonne cohérence de l'information et vont faire une relecture orthographique et typographique des guides. Et en interne, avec des cartographes, des iconographes, des maquettistes, etc. Et en parallèle, l'éditeur va travailler au plan du guide, au plan de l'ouvrage, c'est-à-dire la liste des villes, des régions que l'on va traiter, que l'on va décrire dans notre guide. En parallèle de la réalisation de la mise en place de cette petite équipe, on va travailler sur le plan de l'ouvrage, donc c'est-à-dire la liste des villes et des régions que l'on va traiter dans le guide. Et ça va nous permettre de préparer justement le fameux déplacement sur le terrain, la tournée terrain, puisque le but, c'est de savoir assez précisément ce qu'on va pouvoir voir sur place. Alors, il faut déterminer ce qu'on voit sur place. Comment ça se décide Alors, pour déterminer ce qu'on voit sur place, l'éditeur va faire une grosse veille, une collecte d'informations en amont de la tournée, qu'il s'agisse de la tournée de l'auteur ou de la tournée de l'éditeur, puisque une des spécificités chez Michelin, c'est que l'éditeur part également sur le terrain de la même manière que l'auteur. Donc on fait une veille avec Internet, des blogs, des forums de voyageurs, de la presse, des courriers de lecteurs que l'on nous envoie, des relais locaux qui sont des atouts précieux, donc les offices de tourisme par exemple. Et puis cette information, donc ça nous permet d'avoir une actualité de la destination, tant d'un point de vue des sites touristiques que des bonnes adresses, mais également de l'actualité politique ou économique par exemple. Et grâce à cette collecte d'informations,
d'information, on va voilà, déterminer les endroits qu'il faut voir, où il faut absolument aller, où il faut mettre l'accent. Quasiment un touriste lambda finalement. Alors non, on n'est pas tout à fait un touriste lambda. C'est vrai qu'on fait cette veille d'information pour préparer un programme de déplacement, mais ce programme, il est assez chronométré. On essaye de faire un programme de déplacement à la demi-journée près. Pourquoi ? Justement, le but, c'est de ne pas improviser parce qu'on mise sur l'efficacité et on essaye voilà, de ne pas perdre de temps une fois sur place. Donc, on va optimiser nos déplacements, etc. Et puis, une fois sur place, oui, en effet, on visite des sites touristiques, on teste des adresses. Alors, elles sont nombreuses dans nos guides, qu'il s'agisse de restaurants, d'hôtels, de bars, de glaciers, etc. On va faire des activités, on va tester le réseau de transport local. Mais oui, on n'est pas tout à fait un touriste lambda. On a des journées qui commencent assez tôt et qui se finissent bien tard. Le soir, après avoir testé un restaurant, éventuellement des lieux de sortie, on peaufine les notes qu'on a prises dans la journée et on regarde, voilà, on finit de préparer le programme du lendemain. Ensuite, on fait ce que ne ferait pas forcément un voyageur en vacances. On peut enchaîner 3 visites de musées, on continue à se balader sous des trompes d'eau parce qu'on a un programme à tenir, et puis enfin parce qu'on voyage seul. Alors c'est vrai que voyager en solo, ce n'est pas un souci, il y en a plein qui le font, mais il y a quelques adresses qui sont quand même plus agréables à tester à plusieurs. Après, le but du voyage, c'est aussi de rencontrer des gens, ce n'est pas forcément de rester seul. Et nous, ça nous permet de discuter avec des locaux, des voyageurs, des expatriés, qui sont une très bonne source d'informations. Et évidemment, les voyageurs qui sont finalement notre lecteur. Alors, une fois qu'on a collecté toutes ces informations, il faut bien rentrer Et oui. en France. Et le travail n'est pas terminé. Comment ça se passe une fois rentré? Alors, une fois rentré, vient le temps de la rédaction. Parce que c'est vrai qu'en amont, pendant le voyage, les journées sont assez intenses, le rythme est intense. Donc, on prend beaucoup de notes, on prend pas mal de photographies, mais on n'a pas forcément le temps de peaufiner les textes au jour le jour. Donc, la rédaction vient vraiment quand on est rentré. C'est également à ce moment-là que l'on va réfléchir aux fameuses étoiles, donc aux fameuses cotations dont a parlé Philippe, donc de manière collégiale, à réfléchir d'autant plus pour une création de guide au nombre d'étoiles que l'on va accorder à tel ou tel site, région, ville, etc. Et puis, après la rédaction, il y a encore pas mal d'autres étapes. Il y a la recherche et la sélection des photographies, donc l'iconographie. Il y a le travail des cartographes qui vont travailler, donc créer ou mettre à jour les plans et les cartes dans nos guides parce qu'ils sont nombreux, qu'il s'agisse de plans de région, de plans de ville, de plans de circuit, de cartes de transport en commun, etc. Et puis ensuite, il y a la relecture, la mise en page jusqu'à l'impression. Alors oui, vous parlez des étoiles, justement. Tout à l'heure, Philippe nous parlait aussi de l'importance des étoiles, de ce qu'elles représentent dans les guides. Est-ce que vous avez quelques exemples de sites étoilés remarquables? Alors dans les 3 étoiles, c'est important parce qu'à l'heure où on parle de flux touristiques massifs, donc oui, bien évidemment, il va y avoir 3 étoiles pour la Tour Eiffel, 3 étoiles pour le château de Versailles parce que ce sont des incontournables, on ne va pas les pénaliser. En revanche, en France, vous allez trouver des sites 3 étoiles qui sont moins connus, qui vont vous procurer des émotions qui peuvent être assez extraordinaires, comme par exemple la découverte du château de Comarque en Dordogne, qui est vraiment magnifique, qui a obtenu 3 étoiles il y a 3 ans, ou alors le musée national de la céramique Adrien Dubouché à Limoges, qui est unique dans sa catégorie et qui est vraiment un très très beau musée qui vaut le voyage, même si la céramique n'est pas votre premier centre d'intérêt. Très bien. Donc il y a des étoiles connues, des étoiles moins connues, mais l'intérêt est toujours là. Combien de temps ça prend pour réaliser un guide finalement, une fois qu'on a fait tout ça? Alors oui, mis bout à bout, toutes ces étapes, évidemment ça dépend de la destination et ça dépend du type d'ouvrage et de la collection, puisque donc on a des grands formats et courts séjours. Mais en gros, entre la décision de faire un guide et sa sortie en librairie, pour une destination pays type le Costa Rica, ça peut prendre jusqu'à 1 an. D'accord, ok.
Okay. Ça, c'est le temps moyen C'est le temps moyen, ouais. Ça peut être plus court pour une ville, par exemple, ou pour un pays, un tout petit pays. Et puis pour l'Australie, ça prendra plus de temps. Voilà. Évidemment. Par exemple. Merci tous les deux pour cette belle présentation. Alors 2024, c'est aussi une année importante pour Michelin en termes de redéploiement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les ambitions, vos ambitions pour cette année? Oui, alors c'est vrai qu'on a de fortes ambitions sur les guides l'année prochaine. Philippe parlait de faire savoir. Et donc on a travaillé sur vraiment le repositionnement de nos guides. Je vais vous en parler juste après. Et l'idée, c'est vraiment de le communiquer très fortement l'année prochaine. Et alors, comment ça va se passer justement? Dites-nous tout. Alors déjà, on s'est appuyé sur pas mal d'études pour faire ce repositionnement, des études libraires, mais aussi des études lecteurs, à la fois des études quantitatives et des études qualitatives. On a fait ça avant l'été, on a interrogé pas mal de gens et de lecteurs. Et alors, que nous ont appris ces études? Déjà, ça nous a confirmé que les Français voyagent. On l'a vu tout à l'heure dans les tendances du tourisme. On a 88% de voyageurs au cours de l'année écoulée. Et la bonne nouvelle, c'est que la majorité d'entre eux, 60% des Français, à peu près 70% des voyageurs, utilisent un guide, ont acheté ou utilisé un guide de voyage pour le faire. Ce qui ressortait aussi de ces études, c'est le top des activités en fait, des voyageurs, donc les visites culturelles, le repos et la gastronomie. Bon, bonne nouvelle, on verra que nos guides de voyage répondent à ces activités, notamment la première et la troisième. Autre enseignement de ces études qui ressortait, c'est vraiment la forte notoriété de la marque Michelin. Dans l'univers des guides touristiques, c'est vrai que c'est une des rares marques qui ressort de façon spontanée dans l'univers des gens, et avec des attributs très positifs associés à la marque, liés aussi à l'héritage Michelin, la qualité, la fiabilité, l'expertise. Philippe parlait tout à l'heure de culture, c'est vrai qu'on est vraiment jugé comme le must culturel, le guide le plus complet en fait, pour tout voir, pour tout savoir. Et quand on pose la question au lecteur, quand il découvre ou quand il redécouvre le guide, puisque pour certains ils le connaissaient ou ne le connaissaient pas, en tout cas dans les groupes qu'on a pu faire, le produit était vraiment très apprécié. C'est vrai qu'on était le meilleur taux de satisfaction du marché, on était à 87% sur le guide vert devant nos concurrents. Autre enseignement également de ces études, c'est les critères de choix en fait. Pourquoi les gens achètent nos guides? Pourquoi les gens achètent le guide vert? C'est vraiment ce côté complet, bien documenté, d'informations culturelles et touristiques, les incontournables. C'est vraiment tout ça qu'on retrouve dans nos guides et ce qui fait écho avec, on l'a vu, les attentes vraiment des voyageurs pour les guides touristiques. Philippe parlait tout à l'heure de l'évolution de nos guides. C'est aussi les couvertures qui ont beaucoup évolué au fil des années et qui sont vraiment un élément clé de choix en fait, des guides. Donc, d'où l'importance, je pense, de montrer nos visuels de guide, pas seulement sur les tranches, mais vraiment de les avoir sur les tables ou en facing, parce que c'est vraiment ça qui va faire aussi que les lecteurs ont envie d'acheter un guide. Avec cette couleur verte. Alors, avec bien sûr cette couleur verte, mais je vais y revenir tout de suite. Donc voilà, au global, en fait, des études qui nous ont vraiment montré des éléments très positifs, mais par contre une image quand même encore un peu classique, sans doute, de nos guides, et parfois un manque à l'esprit par rapport à un marché quand même assez concurrentiel. Donc d'où l'importance vraiment de communiquer et d'instaurer un vrai choc de reconsidération pour devenir ce guide de premier choix et gagner des parts de marché dans cet univers bataillé. Donc il est temps d'assumer vraiment ce que nous sommes. Nous sommes un guide culturel et exigeant. Il est temps d'assumer qui nous sommes. Nous sommes un guide Michelin avec un fort héritage et en évitant le piège élitaire puisque nous sommes un guide qui réconcilie la culture et le populaire. La cible, on en parlait tout à l'heure, on est vraiment sur les voyageurs curieux. Je pense que c'est ça peut-être qui fait le lien entre, vous parliez de profil de voyageurs, je crois que le lien entre tout ça, c'est vraiment les voyageurs curieux, ceux qui veulent vraiment comprendre, aller plus loin. Ce n'est pas ceux qui veulent juste se mettre sur une plage, même si évidemment ils sont bien aussi invités à se reposer, à se mettre sur une plage, mais c'est ceux qui veulent vivre pleinement, je pense, une destination et en découvrir vraiment toutes les facettes. Donc tous ces apprentissages nous ont menés à faire évoluer notre identité de marque. Et c'est vrai que comme on a le guide rouge, que vous connaissez, le guide gastronomie, guide Michelin, restaurant et hébergement, et le guide vert devient le guide Michelin, voyage et culture. Et culture au pluriel, et c'est important pour nous, et on va vous l'illustrer juste après. Donc ça donne ceci, en fait, sur les couvertures, qui ont pas mal évolué. Donc au-delà des visuels de couverture qui ont évolué, c'est tout le bloc qui évolue, donc ce guide Michelin, voyage et culture, qu'on va retrouver à la fois sur le grand format, et qu'on va retrouver également sur notre plus petit format court séjour. Donc ce nouveau positionnement, comme je le disais, c'est vraiment des guides qui sont faits pour les curieux,
qui veulent aller plus loin, qui veulent vivre pleinement leur destination, plonger dans toutes les cultures d'un lieu au sens pluriel, que ce soit la culture patrimoniale, la gastronomie, la vie locale. Et ce que je vous propose, c'est de vous passer un petit film pour illustrer justement ce positionnement et ces cultures plurielles. Le voyage, pour un court séjour ou de plus longues vacances, c'est l'opportunité de voir, mais aussi de savoir. Le voyage, à quelques kilomètres de chez soi ou dans des contrées lointaines, c'est l'occasion de visiter, mais aussi comprendre les merveilles, parfois fragiles, du patrimoine culturel et naturel. Le voyage, au cœur des régions de France, d'Europe et du monde, c'est la possibilité de découvrir, mais aussi vivre pleinement une destination. Ses arts, ses fêtes, ses rituels, sa gastronomie. Cette soif de culture et cette curiosité de toutes les cultures, les guides Michelin Voyage et Culture la partagent. Nous croyons que chaque destination est digne qu'on s'y attarde. Nous croyons que chaque rencontre mérite qu'on s'y intéresse. Nous croyons que chaque culture a le pouvoir d'enrichir la nôtre. À tous les curieux, à tous ceux qui veulent aller au-delà de l'évident, les guides Michelin Voyage et Culture vous plongent dans toutes les cultures d'un lieu. Guide Michelin Voyage et Culture, cultivez le voyage. Alors Marianne, dites-nous comment vous allez communiquer. Alors, on va déjà communiquer à 3 cibles, je pense qu'on a identifié. La première, c'est vraiment les prescripteurs, dont font partie les libraires, et d'où l'intérêt aussi de ce webinaire aujourd'hui pour vraiment communiquer qui nous sommes et ce que nous voulons faire. Et ensuite, on a identifié 2 cibles de lecteurs à travers nos études. Une première cible qu'on a appelée une cible plus traditionnelle, qui était les explorateurs culturels, et une deuxième cible plutôt de conquête, les collectionneurs épicuriens, qui sont plutôt des lecteurs un peu plus jeunes, qui multiplie aussi les courts séjours. Et ça, on l'a vraiment vu, notre collection Weekend Go de courts séjours permet aussi vraiment d'attirer un lectorat plus jeune et c'est aussi à eux qu'on veut s'adresser à travers notre plan de communication. Donc là, par rapport aux 2 typologies de lecteurs que vous venez de définir, les guides week-end correspondent plus à une typologie et les grands formats à l'autre, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Non, comme je le disais, je pense que c'est un peu plus compliqué. Comme je disais, ce qui fait le lien entre tous nos lecteurs, c'est vraiment la curiosité. Après, ce qui va faire qu'on se tourne plutôt vers des grands formats ou vers les courts séjours, c'est vraiment le type de voyage qu'on va faire. Si on voyage quelques jours dans une ville, et là, on va se tourner vers les courts séjours. Mais c'est vrai qu'on remarque que cette collection, qui est aussi un peu plus abordable en prix, permet aussi d'attirer un lectorat plus jeune, ce qui est aussi intéressant, et qui peuvent après migrer sur des grands formats, par exemple, quand ils veulent explorer un peu plus dans le détail un pays, par exemple. Alors, il y aura un certain nombre de temps forts dans votre communication. Quels seront-ils? Oui, alors c'est vrai qu'on a prévu 3 gros temps forts qui sont calés vraiment sur les moments stratégiques et clés d'achat de guides. Donc le premier temps fort, ça va être au printemps, en mars-avril. Et donc là, on aura à la fois une grosse opération en magasin, avec une PLV et puis une opération, et une grande campagne média. Une campagne à la fois dans les gares, avec de l'affichage, à la fois en papier et digital. Une grande campagne digitale aussi, au moment où les personnes réservent leur voyage, et aussi une campagne dans la presse. On aura un deuxième temps fort qui sera à peu près, qui reprendra à peu près les mêmes dispositifs en été, avant les départs en vacances, donc plutôt en juin, juillet. Et là aussi, on aura une grosse opération en magasin avec cette fois une prime offerte. On aura un très beau carnet de voyage offert pour l'achat d'un guide de voyage. Et enfin, on aura un troisième temps fort plutôt au moment de l'automne, au moment de la Toussaint, avec également une campagne d'affichage et une campagne digitale. Et bien sûr, tout au long de l'année, on sera très présent cette année sur les réseaux sociaux qu'on va aussi fortement relancer, et également présent via les relations presse, par des interviews, des conférences de presse qu'on organise tout au long de l'année. Merci Marianne, je vous invite à rester à mes côtés. Je vous remercie Philippe et Camille d'avoir participé à ce premier plateau. Nous allons passer au deuxième plateau, je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup. De retour pour la deuxième partie de notre webinaire voyage spécial Michelin Édition. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Sablérol. Vous êtes directeur de la cartographie. Et Emmanuelle Amani, vous êtes directrice édition cartographique. Vous nous avez rejoints pour parler des cartes. Marianne, dites-nous s'il existe toujours un marché de la carte aujourd'hui en France. Alors oui, il existe toujours un marché de la carte en France. Je vais peut-être vous l'illustrer avec quelques chiffres clés. On a à peu près une carte Michelin vendue en France
toutes les 25 secondes. Nos ventes représentent entre 2 à 3 millions d'exemplaires par an. On est extrêmement leader sur ce segment des cartes Michelin. Je l'illustrais tout à l'heure dans les parties sur le tourisme, avec 4 cartes routières vendues en France qui sont des cartes Michelin. Et peut-être ce qu'il faut souligner aussi, c'est que dans l'ensemble, le marché de la cartographie a véritablement repris après le Covid, d'abord sur la France en 2021-2022 et cette année, 2023, plus sur les destinations plutôt Europe et monde. Donc un vrai dynamisme cette année du marché de la carte. D'accord. Et un mot peut-être aussi sur le profil des acheteurs de cartes. Alors oui, c'est vrai qu'on a fait des études récentes aussi, comme on a pu le faire sur les guides. On a également fait des études sur les cartes. Et ce que ça nous montre, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'acheteur type des cartes. Tout le monde achète des cartes. On est au final très proche de la population française, peut-être un peu plus masculine, mais il n'y a pas vraiment de critères clés. On touche vraiment toutes les tranches d'âge. Il n'y a pas de tranche d'âge qui ressort, et ce qui était peut-être un petit peu différent dans le passé. Je pense que ce qui caractérise peut-être vraiment, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur les guides, c'est plutôt peut-être le profil de nos acheteurs qui sont au final des voyageurs curieux, qui veulent apprendre, comprendre. Et ça, au final, nos acheteurs de guides et de cartes sont en ça assez proches. Je pense qu'on est Michelin, une marque ouverte à tous depuis l'origine, avec un fort capital sympathie. Et voilà, on retrouve aussi ce désir d'apprendre et d'aller plus loin chez nos acheteurs. D'accord, très bien. Alors une question pour vous, Philippe Sableron, une question que tout le monde se pose certainement. Comment on fait cohabiter aujourd'hui les cartes et dans l'univers du GPS, qui s'est beaucoup démocratisé évidemment? Tout simplement parce que la carte a trouvé une place à côté du GPS. Bien entendu, on a constaté une érosion des ventes depuis que les dispositifs de guidage numérique sont devenus massivement diffusés. En revanche, la carte, elle, a trouvé une place qui consiste à offrir d'abord une vision d'ensemble que n'offre pas un petit écran, mais aussi tout un ensemble de préparation, de découverte, d'inspiration. C'est grâce à la carte qu'on va se poser la question de savoir où on va, c'est grâce à la carte qu'on peut partager autour d'une table les découvertes d'une région, et bien entendu, voilà, ça la différencie très fort du GPS qui lui est plutôt utilitaire. Donc on peut considérer d'une certaine manière que la carte c'est le début du voyage finalement. Et il y a un autre aspect qui est très important quant à l'usage de la carte, c'est celui de la maîtrise de son chemin. Avec une carte, on choisit son chemin. On n'est pas guidé. On a le choix de dire je prends l'autoroute ou bien je prends les petites routes pittoresques ou je vais m'arrêter à tel endroit. Et ça, c'est quelque chose que les dispositifs de guidage n'offrent pas puisque voilà, ils vous emmènent extrêmement efficacement d'un point à l'autre. On peut considérer d'une certaine manière que la carte parle au cerveau quand le GPS parle à l'oreille. D'accord. Alors justement, Manuela Mani, comment on répond à ces nouveaux usages aujourd'hui de la carte? Alors déjà, sur les collections classiques, on a tendance à renforcer le côté touristique. Nous avons la chance d'avoir comme éditeur les 3 domaines qui sont représentés, la gastronomie, le tourisme, la cartographie. Donc on peut augmenter cette dimension touristique, même de façon assez synthétique sur une carte, en mettant par exemple les étoiles qu'on ajoute sur les cartes départements, les cartes sur la France, ou en ajoutant des cartes, justement les cartes, ce qu'on appelle en jargon les cartes des sites étoilés, sur les destinations plus lointaines. Et en plus, nous réinventons constamment nos collections. Et là, on vient justement d'inventer, de réconcevoir 2 collections en particulier. La collection des cartes routières et touristiques, des cartes au format assez petit, maniable. C'était une des attentes aussi, d'avoir des formats pas trop grands, avec d'un côté la carte avec tous les curios et les sites étoilés, bien mis en évidence, et de l'autre côté un contenu touristique, les incontournables, les coups de cœur, des suggestions d'itinéraires. Donc un vrai petit outil qui peut servir pendant le voyage. Et la deuxième collection que nous avons conçue, c'est les cartes thématiques. Et les cartes thématiques sont des cartes qui voient aujourd'hui 6 titres
qui sont déjà apparus, mais il y en a bien d'autres qui vont apparaître prochainement, qui sont dédiés à un type de voyage en particulier. Nous avons van et camping-car en France, moto en France, road trip en France, le vélo. Donc, ils sont dédiés à un moyen de transport et on offre d'un côté des itinéraires. Si par exemple on prend la carte moto, on a la vision de plus de 80 itinéraires tous positionnés sur la carte, avec déjà des informations synthétiques qui sont la durée du parcours, la typologie du parcours, est-ce que c'est un parcours qu'on peut faire à deux sur la moto facilement, est-ce qu'il y a un attrait touristique, est-ce qu'il y a un plaisir de la route particulier. Et une fois qu'on a choisi l'itinéraire, on retourne la carte, il y a un verso de la carte, et on a une description plus détaillée du parcours, avec en plus un QR code qui nous permet de télécharger le tracé GPX et donc de suivre en temps réel l'itinéraire qu'on a choisi. On voit bien qu'on est dans une carte d'inspiration, comme Philippe bien le disait, dans lequel on inspire la personne, on lui propose des choses, et puis on passe sur le côté encore pratique qui est la possibilité de suivre en temps réel le parcours qu'on fait. Et ça, c'est les deux collections qu'on a lancées récemment et qui ont un super bon accueil auprès des clients. Donc ça veut dire que ça marche, cette nouvelle façon de faire. Et alors, à côté de ces collections, quelles sont vos collections phares? Alors nous avons trois gammes principales de produits, les atlas, les cartes et les plans des villes. Les atlas et les cartes, les plans des villes qui sont sur toute la destination France, bien sûr, on couvre complètement la destination France, mais aussi toute la destination Europe et une bonne partie des destinations monde. Parmi les cartes, les trois collections phares sont les cartes nationales qui donnent une vision générale et globale du pays, de la caractéristique couleur rouge, les cartes régionales en couleur orange et les cartes à échelle plus précise qui sont les cartes départementales. À chacun sa carte. Effectivement, si on part dans un pays, on veut avoir une vision générale et une échelle plus petite, donc une vision complètement générale, c'est une carte du pays qu'on va prendre. Par contre, plus on arrive vers des destinations qu'on veut sillonner précisément, plus on va se orienter vers une carte départementale qui a une échelle beaucoup plus précise et donc qui permet d'avoir tous les chemins. Et toutes ces cartes sont mises à jour régulièrement, tous les ans ou tous les 2 ans. On a une partie de nos cartes qui sont millésimées, donc qui ont un millésime facial sur la couverture. Ça, bien sûr, ils sont mis à jour tous les ans. Et les autres, par contre, sont mis à jour soit tous les ans, soit tous les 2 ans. Il faut savoir que dans l'éditorie, nous avons une place un peu particulière parce que pour les produits non millésimés, nous n'échangeons pas forcément, d'ailleurs sur les cartes on ne les change pas, les EAN à chaque mise à jour. On maintient les EAN, mais cela ne signifie pas qu'on ne fait pas des mises à jour. Les cartes sont mises à jour et le changement ne change pas. Et l'ISBN ne change pas. Alors vous avez expliqué la différence entre les coloris, les cartes, la manière dont elles se présentent. Oui. J'imagine que ça a un impact sur la manière dont on prépare les cartes, dont on les conçoit. Philippe Sabérol. Voilà. La manière de faire les cartes, elle a énormément évolué, vous pouvez vous en douter, depuis des décennies. On a commencé avec du dessin à la plume sur des supports physiques qui étaient des couches superposées. Évidemment, maintenant on dessine beaucoup moins puisqu'on exploite en fait pour créer une carte des bases de données les mêmes qui servent à alimenter les GPS. Simplement, on va les retraiter avec des outils spécialisés qui vont permettre de les simplifier, d'organiser là encore les informations sur des couches superposables qui sont des calques informatiques. Et sur ces calques, on va avoir la liberté de changer l'apparence, de changer la disposition des objets, voire même des textes, et surtout de faire une mise en forme. Ce qui ressort d'une carte, c'est qu'elle est belle. Elle donne envie de se plonger dedans, elle donne envie de la regarder, de se promener dans la carte. Et ça, c'est parce que des cartographes compétents, passionnés, ont travaillé, ont disposé harmonieusement les textes, ont choisi des couleurs, etc. etc. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait que la carte est attractive. Une fois que la carte est terminée, ben, en réalité, elle ne l'est pas puisque la carte a une vie. Et cette vie suppose des mises à jour.
Manuela en a parlé, tous les ans, au plus tous les 2 ans, on doit sans arrêt réactualiser la carte. Et pour ça, Michelin a un réseau de contacts qui est assez unique depuis des décennies en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, qui nous permet d'acquérir de manière anticipée tout ce qui change sur le terrain, soit le réseau routier, mais aussi toutes les thématiques qui sont présentes sur la carte. Et on récupère des plans, par exemple, des plans de travaux, qu'on va ensuite, là encore, adapter de manière à les insérer au bon endroit dans la carte, à redessiner et à modifier tout l'environnement de ces plans, et à faire en sorte que plusieurs mois avant sa commercialisation, la carte soit à jour. Et de la même manière qu'à la création, on met là encore de la passion, du talent, de la compétence technique pour faire que cette carte soit belle et d'abord et avant tout qu'elle donne envie de voyager. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Je me retourne vers vous, Marianne Zinkel. 2024, c'est aussi une année importante pour Michelin au niveau des cartes. Quelles sont vos ambitions sur ce marché? Alors oui, on a de grandes ambitions sur les cartes cette année, comme pour les guides, avec des ambitions un peu différentes. C'est vrai que je parlais tout à l'heure pour les guides vraiment de gagner de la part de marché. Sur les cartes, l'objectif n'est pas de gagner de la part de marché. Je le disais, on est archi leader sur ce segment, avec 4 routières sur 5 vendues en France qui sont des cartes Michelin. Donc l'objectif est autre, il est vraiment de revaloriser la catégorie dans son ensemble. Justement, en tant que leader de cette catégorie, c'est vraiment notre objectif de revaloriser la catégorie, de recommuniquer sur son usage, son rôle clé dans la préparation du voyage, que ce soit en amont ou pendant le voyage. Et donc pour cela, on va vraiment mettre en place un gros plan de communication, comme pour les guides, en amont et pendant l'été, pour vraiment communiquer sur les cartes. Un autre élément que je voulais peut-être rajouter, c'est la complémentarité entre les guides et les cartes, sur lesquelles on va aussi pas mal communiquer. Les études récentes qu'on a faites nous ont montré que 80% des acheteurs de cartes aujourd'hui achètent aussi des guides de voyage. Et c'est vrai que Michelin, nous sommes aujourd'hui le seul acteur sur le marché qui propose à la fois des guides touristiques, à la fois des cartes et aussi des guides gastronomiques, ce qui nous permet vraiment d'accompagner les voyageurs dans tous leurs besoins, dans toutes leurs étapes du voyage. Et je pense ce qui fait de nous vraiment un acteur référent et incontournable dans l'univers du tourisme aujourd'hui. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois pour votre participation à ce deuxième plateau, et je remercie également les participants du premier plateau. C'est la fin de ce webinaire, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.